Bienvenue pour la guerre de succession. Une guerre concernant nos 14 princes de la famille royale de Kakin. Bataille se déroulant dans un huis clos mesurant 1500 mètres de long et 800 mètres de haut et de large, elle se fera pourtant aux yeux de tous. Bienvenue sur le Black Whale, le bateau le plus grand jamais créé. Bienvenue dans la croisière vers le Dark Continent. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les 20 000 abonnés. Sans vous, je pourrais pas mettre autant de passion dans mes vidéos, donc je tiens à vous féliciter. Je compte préparer une vidéo sur les naines des abonnés. Du coup, mettez-moi en commentaire votre Hatsu, avec votre type de naine, la description de son utilisation, les faiblesses et les contraintes que vous lui trouvez selon vous, puis laissez-moi faire le reste. Cette vidéo contient du spoil, il faut donc avoir vu la vidéo précédente pour la visionner. Nous sommes de retour à l'étage 1 VIP dans l'une des chambres royales, celle numéro 1014. Et nous sommes de retour avec Kurapika, tenant toujours en joue ses opposants avec un 9 mm et sa dosing chain. Et les hunters à la botte de Pariston n'arrivent toujours pas à croire en cette guerre de succession, disant qu'une tuerie entre les princes héritiers est franchement dure à croire. Mais Kurapika affirmera que ces informations sont la vérité. Parce que sinon, pourquoi l'armée se contente juste de ramasser les corps? Un des gardes du prince Wubble voudra faire le malin en supposant que la chaîne de Kurapika n'est pas fiable. Mais ce dernier rétorquera en disant « Vas-y, teste-la, je t'en prie ». Et pour élucider les parts de vérité de chacun, il leur poserait une question simple. Étiez-vous au courant de la guerre de succession? Ils répondront tous en même temps. Et c'est là qu'on voit l'une des faiblesses de la dosing chain. Sauf que Kurapika est bien au courant de ça, il leur demandera de répondre un par un en faisant simple. Les servantes au service de la reine Oito tourneront la tête pour signifier que non. Mais le prochain, étant l'un des soi-disant gardes du prince Wubble, dira qu'il le savait. Nos Hunters RC se montreront choqués, pensant que c'était impossible. Et le second garde présumé du prince Wubble dira qu'il le savait lui aussi. Par la suite, nos Hunters RC répondront l'un après l'autre pour dire qu'ils n'en savaient rien. Dans une quête d'information, Kurapika s'adressera aux deux gardes, demandant s'ils sont au service du prince Wubble. Mais alors qu'ils ont osé dire que non, la reine Oito, choquée, demandera à Kurapika de tirer. Elle veut qu'il tire tout de suite sur ces deux-là. Nos deux faux gardes dissimulés demanderont un pourparler. Ils veulent s'expliquer. C'est alors que Kurapika demandera à la reine de se calmer. Kurapika demandant à la reine de l'écouter attentivement et dira précisément à la reine que leurs informations sont très importantes pour sa survie. Kurapika affirmera que les 5 gardes qui sont morts n'étaient peut-être aussi pas au service du prince Wubble. Ce que nos captifs affirmeront, disant qu'ils travaillaient tous pour d'autres personnes. Kurapika dira tous? C'est alors que nos prisonniers partiront dans un monologue de partage d'informations entre Kurapika et eux, disant que le prince Wubble s'est vu attribuer 7 gardes de par la chambre royale. Demandant pourquoi 7 d'après lui, Kurapika réfléchit et dit c'est le nombre de reines si on exclut la reine Oito. Ding ding ding, bonne réponse, car chaque reine a dépêché un garde pour surveiller et s'assurer que les reines de rang inférieur et les princes ne préparaient pas une rébellion. À chaque nouvelle épouse officielle, le nombre de gardes augmente, mais les reines de rang inférieur n'ont pas le droit de surveiller celles de rang supérieur. Ils diront que le système est fait de telle sorte qu'une reine de rang inférieur ne dispose que de son vrai garde que lorsqu'une reine de rang encore plus inférieur fait son apparition. La reine Oito étant tout en bas de la hiérarchie, personne ne lui a encore expliqué cela. Leur mission consiste à assurer la sécurité du prince Wubble, mais à condition que cela ne menace pas leur employeur et son prince. Ils iront même à dire qu'avec la guerre de succession, l'existence des autres princes représente une menace, affirmant que Kurapika pourrait les comprendre. Ce dernier demandera donc ont-ils reçu l'ordre d'assassiner le prince Wubble? Mais ils réfuteront rapidement cette idée, disant que si cela arrive, ils étaient bons pour la prison, disant que la guerre de succession n'exclut pas qu'il y a des lois. Mais notre nouveau Zujakdura affirmera que c'est pourtant le roi de Kakin qui a autorisé cette guerre. Oui, mais pourtant il n'y aura ni d'amnistie ni d'immunité pour ceux qui auront tué un prince. Et c'est là qu'ils se sont montrés hésitants avant d'avoir vu les premiers cadavres. Et c'est après qu'ils auront entendu parler du naine qu'ils auront compris que la guerre de succession avait réellement commencé.
Mais pourtant, c'est ni eux, ni les soldats qui l'ont déclenché. Ce sont bien les princes eux-mêmes. Kurapika et la reine furent choqués. Elle dira même « Qu'est-ce que vous racontez là ?» C'est alors qu'ils énuméreront le rituel de l'œuf dans la jarre, disant que c'est un rituel visant à faire naître le naine. La reine Oito, pensant que ce n'était qu'un rituel ridicule, ne croira pas nos captifs. Et pourtant, après que Kurapika lui ait demandé de garder son calme, il lui expliquera que si c'est bien la vérité, du fait que le prince Wubble n'est encore qu'un enfant, il n'activerait son naine que pour assurer instinctivement sa défense. Et donc, s'il interprète l'anxiété de la reine comme un danger pour lui, il serait très probable qu'il attaque automatiquement la source de cette anxiété. Ce qui veut dire toute personne présente en excluant sa mère. Kurapika viendra alors à demander à la reine de garder son calme. Kurapika continuera à s'interroger sur les attaques commises, se demandant s'ils ont été perpétrés par un allié ou par un ennemi s'attaquant au prince le plus faible. Ennemi éliminant d'abord son entourage. Le processus d'acquisition d'une naine sera à éclaircir selon lui. Parce que normalement, il faudrait plusieurs années pour pouvoir s'en éveiller. Il demandera à la reine Oito quand a eu ce fameux rituel. Elle lui dira il y a de cela un mois. Et alors que Kurapika de parlait des Hunters RC, mais surtout Bill, qui dira que c'est peut-être un naine parasitaire, d'où la nécessité du rite, qu'une aura commencera à surgir. Des choses apparaîtront sous les yeux de Kurapika. Et il dira, vous aussi vous les voyez? Et après que nos Hunters RC aient dit oui, il leur demandera de garder leur calme, car ils ne savent pas à quoi ils réagissent. Un de nos Hunters demandera, mais vous ne les voyez pas à nos faux gardes? Et c'est après qu'ils auront dit de quoi vous parlez que ça deviendra effrayant. Après que Kurapika lui ait posé la question, nous comprendrons que la reine aussi n'est pas en mesure de voir ces choses. Et alors que Bill s'est retourné en premier, il s'écriera à sérieux. C'est la police. Alors que l'un des Hunters pouvant les voir se fera capturer ou photographier par l'une de ces choses, l'autre Hunter criera et Bill dira de regarder là-haut. Kurapika dira que la guerre de succession a bel et bien commencé et dira que c'est peut-être une méthode de la part de l'ennemi pour connaître leur force. Mais dans ses pensées se dira que c'est une action bien trop téméraire et qu'ils n'ont pas l'air d'être manipulés par qui que ce soit. Et c'est donc à moi, le narrateur, de vous dire voici le rituel de l'œuf dans la jarre. Gu. Kurapika se précipitera vers le téléphone d'urgence, demandant à être connecté sur l'ensemble du réseau car il est un membre officiel de l'association des Hunters. Et il aura pu parler avec Senritsu et Biscuit. 3 choses ressortira de leur discussion. En premier lieu, ont-ils vu une bête de naine? Si oui, comment vont leurs princes? En 2, les personnes pouvant voir les bêtes de naine sont des membres de l'association et aucunement les princes. Et en 3, ils pensent qu'ils ont affaire à un naine parasitaire. À la suite de cet appel, Kurapika demandera à la reine et à Bill de venir avec lui. Et il demandera à notre Hunter RC si un naine parasitaire s'apparente à un maléfice. Il dira que oui, il utilise l'aura de son hôte et active ses facultés, et dira que la majorité des parasites sont du naine de la matérialisation. L'hôte n'en a pas conscience et n'en a pas la maîtrise. De plus, certains parasites s'attachent à protéger leur hôte. Et donc que l'hôte ne sache pas se servir du naine fait les affaires du parasite. Car une fois qu'il aura aspiré toute son aura, il mettra ça sur le coup de la fatigue. Kurapika dira que cette mission est probablement plus dangereuse qu'il le croyait, et dira à Bill que s'il souhaite partir avec ses compagnons, qu'il le peut. Mais au contraire, Bill dira que si la situation se dégrade davantage, il sera obligé de rester. Mais plus bizarre, il dira à Kurapika que s'il souhaite protéger le prince et la reine, il faut qu'il partage ces informations avec lui. Et nous retournons dans la salle d'à côté où toutes les bêtes de naine ont enfin disparu. Enfin, presque. Bill dira que la situation de Kurapika est un véritable problème, car il souhaite s'approcher du 4e prince Trerenich et donc peut mettre en danger la reine Oito et le prince Wubble. Mais Kurapika le stoppera net et dira qu'il aura convaincu la reine et bien évidemment que dans cette mission, il sera prudent. Mais alors que Bill revient à la charge en parlant de sécurité, notre Zodiac du rat lui posera une question simple. Que représente pour toi la sécurité? Kurapika dira que si cela s'agit d'être en conformité avec l'agrément qui dit qu'il faut assurer une sécurité à l'intérieur du navire, alors là, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Car pour lui, la vraie sécurité, c'est soustraire toute menace. Et alors que Bill était sur le point de donner 3 solutions possibles que la reine devrait analyser,
Un cri se fit entendre. Tout le monde se précipitera dans le salon, la reine restant aux côtés de Kurapika. Et une fois là-bas, nous verrons que 3 cadavres de plus auront été ajoutés au compteur. Alors que Kurapika se questionne sur ce qui a pu bien se passer, les servantes diront que Sairudo a soudainement poignardé ces 3 hommes. Bill demandera pourquoi, et il répondra « parce que j'étais disponible. On me l'a demandé ». Alors qu'il fonce couteau à la main sur le reste du personnel, Bill était prêt à tirer avec son calibre 22, mais Kurapika l'arrêtera et lui demandera de surveiller la reine pendant qu'il l'immobilise. Pour faire face à son opposant, il utilisera sa dosing chain qui est à son annulaire. Avec, il lui entortillera le bras se protégeant du couteau pour pouvoir le mettre au sol. Notre Zodiac ne perdra pas de temps et évoquera à Bill qu'il avait cité 3 possibilités pour sortir de la guerre de succession. Et demande ainsi s'ils ont besoin de Sairudo pour cela. Il dira négatif, ils auraient eu besoin de Carton, l'hunter qui aura été tué, pour sa capacité de matérialisation, permettant de bénéficier grâce à la métamorphose d'un bateau ou d'une voiture 5 places, étant une faculté de John Chip. Puis Kurapika demandera à Sairudo son haine et ses facultés, sauf qu'il répétera la même phrase que précédemment, j'étais disponible. Afin de connaître les capacités de Sairudo, Kurapika regardera Bill. Mais il évoquera que si Sairudo n'a pas donné son autorisation, il ne peut rien dire. Et il lui rappellera ce qui a été dit dans la chambre avec la reine. Et lui demandera s'il lui a menti en disant que la sécurité de la reine et du prince Wubble était sa priorité. Ainsi, la langue de Bill fut déliée et révélera que Sairudo est d'une haine de l'émission. Mais ses facultés penchent plutôt vers celle de la manipulation. Il produit une bulle de naine qu'il lance dans les airs pour ensuite manipuler l'insecte qu'il attrape avec. Et au même moment où il dit que ça pourra lui être utile, il sortira une nouvelle chaîne sortant tout droit de son index. Tandis qu'une seringue apparaît avec le logo d'un dauphin sur une croix, nous serons transportés dans la forêt où Kurapika a appris le nen. Izunabi lui demandera d'en laisser un libre. Kurapika, étonné, lui demandera pourquoi, et lui dira qu'il approuve son idée d'attribuer une faculté à chacun de ses doigts, mais dira que surtout, lui, sa chaîne, souhaite l'utiliser pour combattre seul. Notre dernier, Kuruta, s'exprimera en disant « Et alors, où est le mal ?» Izunabi répondra que dans des combats onen, quand on affronte plusieurs adversaires, il faut des équipiers. C'est le b.a.-ba. Car les affinités entre facultés permettent de les combiner et de se transcender individuellement. Et cela très facilement. Il ajoutera qu'il prendra conscience de ça par lui-même. Mais sauf qu'il sera trop tard, et c'est pour ça qu'il le met en garde. Pour le convaincre, il lui expliquera qu'il devrait faire un compromis. Lorsqu'il se battra, il prendra conscience de ce qui lui manque, et donc son conseil est de choisir une faculté qui lui permette de corriger cela. Izunabi appuiera sur le fait que Kurapika ne doit pas se tromper d'objectif, car Kurapika ne souhaite pas l'échec. Pour lui, atteindre l'objectif prime sur tout le reste, quitte à tout sacrifier s'il le faut. Et donc s'il envisage d'affronter des ennemis de niveau A, il devrait mettre sa fierté de côté et trouver des compagnons. Notre dernier Kuruta s'exprimera en disant que quand il parle de compagnons, est-ce qu'il pense à des pions qu'il peut abandonner quand ça l'arrange? Mais Izunabi dira que ce n'est pas aussi simple. Mais ça, il le découvrira quand il se battra. En revenant dans le présent, nous verrons que Kurapika aura compris les mots de son maître. Mais surtout, assimiler que dans la vie, c'est un peu plus compliqué qu'on ne le pensait. Cependant, ça renforce sa volonté de se battre seul. Même si dans la réalité, ce n'est pas si simple. C'est alors que nous voyons l'application de Steel Chain, la chaîne voleuse. Kurapika parle clair, Bill lui demande qu'est-ce qu'il fait et il lui répond c'est temporaire mais je lui ai pris son haine. Et si je continue à l'aspirer avec ma seringue, je le mets dans un état similaire au Zetsu. Et continuera en disant que si les bêtes de naine se nourrissent de l'aura de leur hôte, celle qui s'est accrochée à Sairudo est peut-être du même genre. Et donc, si on le prive de son aura, la bête disparaîtra. Bill évoquera que c'est qu'une théorie, et que si Sairudo est dans un état de Zetsu et soumis à un naine néfaste, ni son corps, ni son esprit n'en ressortiraient. Mais Kurapika l'arrêtera sec, en disant que la sécurité de la reine et du prince Wubble passe avant tout. Et que si jamais ça tourne mal comme il le craint, il utilisera ces informations pour agir par la suite. Mais si c'est lui qui se fait avoir, il devra réfléchir à tout ça, terminant sa phrase par Bill. Et les 2 gouttes de sueur qui sont apparues sur notre Hunter RC nous faut comprendre que notre individu nous cache des choses. Mais malgré cela, Kurapika dira que bien entendu, si c'est lui qui est attaqué par une bête de naine,
Il agira de la même façon pour obtenir de nouvelles informations. Sentant une aura sortir de l'oreille droite de Sairudo, il activera son Emperor Time et verra le parasite. Aussi vite que la bête de naine sera vue, elle prendra la fuite. C'est alors que sur l'index où se trouve Skill Chain, Kurapika activa Emperor Time, libérant de la seringue l'animal et le symbole représenté. Et une fois chose faite, nous verrons une sorte de dauphin volant disposant d'une visière. Kurapika s'écrira installation de la faculté dérobée. Il dira à peu près la même chose que Bill, qu'elle permet de contrôler de petits êtres vivants qui ont été capturés par du naine sous forme de balle. Cependant, elle ne fonctionne pas sur les êtres vivants matérialisés par du naine. Pour Kurapika, il ne s'agissait pas de contre-manipuler la faculté de l'ennemi, mais comprendra que cette bête de naine prend le contrôle de notre corps lorsqu'on prononce le mot disponible. Cependant, il faut être capable d'entendre la voix de la bête de naine, et donc cette faculté ne fonctionne pas sur les personnes ordinaires, mais que sur les utilisateurs de naine. Le dauphin matérialisé par Kurapika expliquera que tant que la faculté dérobée est installée, Emperor Time continuera à fonctionner aussi longtemps qu'il ne l'aura pas désactivé. Et alors qu'il allait continuer sur une autre phrase, Kurapika dira qu'il sait tout ça. Et après cela, tout s'enchaînera d'une traite. Ils l'attacheront, il leur expliquera en détail tout ce qui s'est passé, et l'armée débarqua pour embarquer les corps. Sairudo ne ressentant plus son haine, il demandera où est-il passé. Kurapika lui expliquera que sa faculté se trouve dans la seringue qu'il lui montre, et qu'elle reviendra à lui une fois utilisée. Sairudo ajoutera donc des détails à l'utilisation de son Hatsu, avant de se faire emmener par l'armée royale. Après ce qu'il s'est passé, 2 des servantes viendront demander à la reine qu'elle accepte qu'elle démissionne. Voilà qui fait maintenant 2 heures que le navire est parti, et sur les 11 gardes du corps du prince Wubble, il n'en reste plus que 2. Kurapika reviendra où il en était avec Bill, supposant qu'ils auront été interrompus dans la discussion, et lui demande les 2 solutions restantes pour sortir de la guerre de succession. Il dira que l'une d'elles nécessite l'aide de Pariston et est très compliquée, et quant à la dernière nécessite l'aide de Beyond et est encore plus compliquée. Nous voilà dans la zone résidentielle numéro 12, où la reine Sevonchi s'inquiétera plus pour son fils que pour sa fille, demandant de renforcer la protection autour du prince Marayam au détriment de celle du prince Momodze. Nous serons mis au courant que les gardes du corps suivent un contrat qui sera placé sur un des princes. Et c'est de par ce contrat que la reine a signé qu'ils seront rémunérés. Bien sûr, l'importance qu'elle porte plus à son héritier mâle que femelle, Hanzo assigné à la protection du prince Momodze le remarquera et plaindra le dit prince. Mais dans ses pensées, ce sera le prince Momodze qui plaindra sa mère et son frère, se disant que c'est fou comme on peut avoir peur quand on n'a pas l'étoffe d'un souverain. Et c'est juste après ces mots que la bête de naine du prince numéro 12 nous sera montrée et qu'elle s'interrogera sur le fait qu'elle se sente fatiguée alors qu'elle n'a rien fait de la journée. Toujours dans les premières heures après le départ du Black Whale numéro 1, dans la salle de fête de la zone royale, nous verrons le prince Alkenberg. Et Nugui informera le prince numéro 9 qu'il est l'heure de se retirer. Sauf que avant ça, notre prince souhaite saluer son père, et plus particulièrement lui parler seul à seul. Il révélera qu'il souhaite se retirer de la course à la succession. Ce sera bien à ce moment-là que nous verrons pour la première fois la bête de naine du prince Alkenberg, un bipède se tenant droit sur les épaules du prince numéro 9. N'ayant qu'un seul œil, il servira à fixer le roi pendant qu'il révèle qu'il ne souhaite pas devenir un souverain aux mains sales et qu'il a participé à la cérémonie de la jarre rien que pour ne pas l'embarrasser. Juste après ça, notre roi Nasubi s'écriera « Ho ho ho, fais ce que tu veux, tu es libre ». Nous retournons dans la zone résidentielle princière numéro 14, qui est le lieu où Bill donnera la particularité la plus embêtante chez les parasites, disant que l'aspect imprévisible des bêtes de naine tient du fait qu'ils se sont matérialisés grâce à l'aura de leur hôte qui porte en lui des résidus de naine d'une autre personne. Il dira aussi que les bêtes de naine sont influencées par les émotions de leur logeur, faisant que les parasites évoluent et se nourrissent sous l'effet d'un mélange des pensées de l'hôte et d'un autre inconnu. Cela en fait donc un être vivant difficile à cerner. Kurapika demandera à la reine si d'après elle, au vu des personnalités des princes, s'il y aurait des désistements. Elle lui admettra que oui, plusieurs d'entre eux n'aiment pas le conflit, mais ce qui n'est pas du tout le genre des princes 1 à 5 qui n'ont pas pour ambition de se mettre en retrait. Kurapika comprendra au vu des mots de la reine que la vraie bataille aura lieu lorsque tous les princes seront revenus à la cérémonie.
Et alors que quelques-uns essayent tant bien que mal d'arrêter ce massacre, d'autres décideront de s'unir. Offre faite par le prince numéro 4 Srebrenik, elle sera adressée au prince numéro 5 Tsubeipa. Tsubeipa dira que son frère va droit au but, mais dira aussi que c'est une évidence. Le prince numéro 5 nous énumérera alors le positionnement de chaque prince. Disant que le prince Taizong, l'Usurus, Salé Salé n'ont aucune ambition, et en plus de ça, le prince Alkenberg s'est désisté. Il ajoutera que les princes du 10e jusqu'au 14e sont trop jeunes et n'ont aucune influence. Et donc, par élimination, il reste les 5 premiers. Sauf qu'il considérera les 3 plus aînés comme insupportables. Orgueil, avidité, luxure. Tsubeipa souhaite qu'une purification s'impose. Et c'est à la suite de ces mots que Srebrenik se montrera complètement d'accord et qu'ils feront sonner leur verre pour conclure leur alliance. Ils se diront alors à la semaine prochaine, sauf que l'un, dans ses pensées, dira si l'autre est encore en vie. Juste après cette interaction qui se conclura d'un simple geste de la part de Tsubeipa et d'un regard appuyé de la part de Srebrenik, nous verrons l'apparition de la bête de naine du prince numéro 5, Tsubeipa, une sorte de caméléon massif placé sur 6 roues, et la bête de naine du prince numéro 4, Srebrenik, un cheval à tête de femme et avec des talons sur les pattes arrière, arrivant presque à redresser ses pattes avant, elle suivra le regard de son maître. Et ce point de vue qu'on vient d'avoir des bêtes de naine ne vient ni de Kurapika, ni des Hunters RC, mais bien du roi de Kakin lui-même. Ainsi, lui, ayant plus de connaissances que ces derniers, les appellera les esprits bestiaux protecteurs. Puis il viendra à expliquer les règles qui régissent les esprits issus d'un même vase, disant qu'il y en a 2. Ils ne s'entretuent pas entre eux, et ils n'attaquent pas directement l'être qu'ils accompagnent. Il dira aussi que la bête de naine qui protège le futur roi doit faire preuve d'un instinct maîtrisé. Et donc, les bêtes de naine qui possèdent des griffes ou des crocs disparaissent rapidement. Dans ce schéma de pensée, il inclura aussi les hommes, car cela vaut en matière de stratégie politique et militaire, disant que les actions indirectes sont très importantes, car un bon général connaît toujours les points faibles de son ennemi. Il expliquera alors l'histoire de Kakin, comment ce petit pays est devenu aussi gigantesque, disant que son ancêtre était le souverain d'un pays qui pouvait à tout moment se faire absorber par un pays voisin, mais aura créé la jarre, poussant ses fils dans une guerre d'unification et posant les bases de ce qui est devenu le pays qu'on connaît tous, Kakin. Ce qui est devenu Kakin est passé par les esprits bestiaux protecteurs et elle se finira avec eux. Le roi de Kakin conclura donc ses explications en parlant des bêtes de naine, disant que la bête de naine la plus performante dans un rôle de soutien accompagne le roi doté de la meilleure vision d'avenir. Ainsi s'accomplit le destin de la famille Oikoro. Il parlera donc de cette dite famille en s'exprimant au féminin, disant, je cite, qu'elle dispose d'un navire de 200 000 passagers à sacrifier pour en écrire une nouvelle page. Ce sera juste après ces mots que les esprits bestiaux protecteurs des 3 princes les plus aînés nous seront montrés. La luxure, décrite bien plus tôt par le prince numéro 5 Tsubeipa sur le prince numéro 3 Cholai, se reflète parfaitement sur ce dernier. Arborant dans ses vêtements un pendentif bien singulier, sa bête de naine aussi sera bien singulière. Pouvant être une figure de la roue du Dharma, elle possède pourtant des croix. Que peut-il bien se cacher derrière ce personnage et derrière toutes les symboliques qui lui sont affiliées? Ce regard félin dit plus que ça. Elle vous dominera. Voilà donc le prince numéro 2, Camilla, et sa créature spirituelle protectrice, similaire à une fleur sur le point d'éclore. Son égocentrisme ou son orgueil est ce qui fait sa force, et ce qui lui a permis depuis toujours d'arriver à ses fins. Voilà le prince numéro 1, Benjamin, ni trop extravagant dans son costard, mais qui possède pourtant un être qu'il est. Et cette créature s'est posée sur ses épaules comme sur un arbre. Son corps est humanoïde mais sa tête ne l'est pas. Il porte sur son visage un sourire aux éclats. Voici la bête de naine du prince numéro 1. Notre roi Oikoro, regardant tout ça du coin de l'œil, souhaite, tout comme son ancêtre, arriver à une unification. Mais encore faut-il comprendre son sens. Car dans ses pensées, il s'exprimera en disant, je cite, « En attendant le moment de bonheur suprême où il n'en restera qu'un. » Le père poussera ses fils à reproduire ce qui avait été fait jadis, à savoir la guerre,
mais maintenant sur un navire. Je tiens à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. L'épisode 4 aura résumé les 2.5 chapitres du tome 35. Ce sera donc dans l'épisode 4.5 que nous pourrons voir les derniers visages de nos bêtes de naine. Mais surtout, comment Kurapika pourra-t-il se sortir de ce guêpier sans nom, tout en réalisant son objectif d'atteindre le prince Strerenich? Lâchez-moi vos naines en commentaire. Vous connaissez déjà le nom de la prochaine vidéo, il faut donc participer pour pouvoir en être. Et dans cette dernière, je choisirai 3 Hatsu qu'on pourra voir en application. Vous avez attendu 8 mois pour avoir la suite, et vous l'avez eu. Mais vous continuerez surtout à la voir. Lâchez un like et abonnez-vous, et tout ça parce que c'était le Crotal.